Bonjour et bienvenue dans la semaine de l'écho. Après 2 mois de tractation, Emmanuel Macron a enfin nommé Michel Barnier nouveau Premier ministre. Charge à lui désormais de former un gouvernement de rassemblement au service de la France et des Français et de sortir le pays de l'incertitude politique. De quoi rassurer les milieux d'affaires sera-t-il l'homme de la situation ? Parmi les dossiers brûlants, le budget 2025, la question des salaires, du pouvoir d'achat ou les retraites. Sans majorité absolue, il sera très compliqué de gouverner. Que peut faire le nouveau Premier ministre et son futur gouvernement? Vont-ils être condamnés à expédier les affaires courantes? Enfin, de quelle marge de manœuvre budgétaire disposeront-ils? Comme 6 autres États européens, la France est visée par une procédure pour déficit excessif de la Commission. Paris doit envoyer d'ici le 20 septembre à Bruxelles son plan de réduction du déficit public. En plein dérapage budgétaire, que peut faire le futur gouvernement pour soutenir l'activité tout en redressant la barre? Eh bien, pour en parler, je suis entourée de Julia Faure, coprésidente du mouvement Impact France et cofondatrice de Loom. Fabrice Le Sachet, vice-président en charge de l'Europe, du MEDEF, le mouvement des entreprises de France, c'est ça. François Gérolf, économiste à l'Observatoire français des conjonctures économiques. Et avec nous, depuis Dijon, Andreas Eisel, chercheur associé en politique économique européenne à l'Institut Jacques Delors. Bonjour à tous les 4 et merci d'avoir accepté notre invitation. Michel Barnier est donc devenu le nouveau Premier ministre. C'est un vieux routier de la politique, plusieurs fois ministre, député, commissaire européen ou encore négociateur en chef de l'UE pour le Brexit. Portrait signé Noémie Roche. À 73 ans, Michel Barnier est un vieux routier de la politique française et européenne. Membre de l'UDR, du RPR, de l'UMP et enfin de LR, il représente la droite depuis près de 50 ans. Député de 1978 à 1993, eurodéputé mais aussi sénateur, il a également fait partie de plusieurs gouvernements. Il a été ministre pour la première fois en 1993, puis 3 fois sous les présidences de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy. 2 fois commissaire européen, Michel Barnier a finalement été le négociateur de la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne entre 2016 et 2021. Année où il réapparaît brièvement dans la vie politique française en se portant candidat à la primaire de son parti, Les Républicains, pour la présidentielle de 2022. Il terminera 3e, derrière Éric Ciotti et Valérie Pécresse. Très apprécié à droite, sans être trop irritant pour la gauche, Michel Barnier offre la certitude à Emmanuel Macron de ne pas aller à contre-courant de la politique menée depuis des années par le chef de l'État. Il ne serait, sauf retournement de situation, pas renversé immédiatement par le Rassemblement national. Fabrice Le Sachet, cette nomination tant attendue après des semaines, des mois même d'incertitude, est-ce que ça vous rassure ? Écoutez, en tout cas, Michel Barnier, c'est quelqu'un d'expérience, c'est quelqu'un qui est pondéré et c'est surtout quelqu'un qui, dans son propos sur le perron de Matignon, a indiqué qu'il allait écouter et travailler avec les partenaires sociaux, avec les élus locaux et donc avec ces fameux corps intermédiaires qui ont été un petit peu, j'allais dire, snobés de temps en temps dans l'histoire proche. Et donc c'est vrai que ça assure une certaine visibilité, stabilité. Maintenant, il reste à voir les mesures, parce qu'au-delà de la personnalité, c'est quand même la politique qui est mise en œuvre qui compte pour les chefs d'entreprise. Donc je dirais que le profil est rassurant parce qu'il est gage d'expérience, encore une fois, sur des sujets notamment européens. Et on sait qu'aujourd'hui, la réglementation qui encadre la vie des entreprises, elle est très majoritairement élaborée à Strasbourg et à Bruxelles. Et donc, effectivement, pour nous, c'est quelque chose, j'allais dire, un élément plutôt de confort. Il y a peut-être un autre élément de confort. Alors, on ne connaît pas encore la composition exacte de son gouvernement. Ce que l'on sait, c'est qu'il ne comportera pas de membres du nouveau Front populaire. J'imagine que là aussi, vous applaudissez. Alors, nous, c'est pas qu'on a quelque chose contre les membres de la France insoumise, parce que vous parlez du nouveau Front populaire, mais c'était plutôt la France insoumise, et c'était plutôt sur les mesures économiques qui nous embêtaient beaucoup et qui étaient d'influence France insoumise. C'était pas c'était les 1 600 € de façon non négociée, de façon un peu brutale. C'était la retraite à 60 ans, c'était l'augmentation des dépenses publiques, alors qu'on en parlera peut-être tout à l'heure. Chaque année, on a un peu plus de 100 milliards de trous qu'il faut financer. C'est un ensemble de propositions qui posaient problème.
Julia Faure, cette image de Michel Barnier de conciliateur, à l'écoute, on l'a dit, des corps intermédiaires, des syndicats, du patronat, des entreprises, du monde associatif, vous diriez que tout cela va dans le bon sens ? Oui, je crois que... En fait, cette notion d'écoute, bien sûr que nous, les entreprises, on doit être écoutés, bien sûr qu'il y a l'importance d'écouter les corps intermédiaires, mais je crois que c'est surtout les Français et les Françaises qu'il faut écouter aujourd'hui. Je crois que c'est ça qui a été dit dans les urnes, et que pour avoir, nous, une économie stable, il nous faut un pays qui soit apaisé, et pour que le pays soit apaisé, il faut que les citoyens, les personnes qui travaillent, se sentent écoutés par... Et vous pensez que c'est le cas aujourd'hui ? En tout cas, avec Michel Barnier. Je lui laisse, je jugerai sur les faits, j'espère en tout cas. Alors, je crois qu'il y a une urgence à ça, et je crois qu'il y a une urgence aussi à faire avancer des sujets qui ont été mis en pause depuis la dissolution, entre autres la loi Fast Fashion qui est très attendue par l'industrie textile française. On y viendra peut-être plus dans le détail un petit peu plus tard. On sait qu'il est attaché à la valeur travail. Pendant sa campagne à la primaire de la droite, il s'est montré critique à l'égard du revenu de solidarité active, des aides sociales. Il prenait la suppression des allocations chômage en cas de refus d'offres d'emploi dites raisonnables. Il était aussi en faveur de la baisse des impôts de production. On peut dire que c'est un libéral, non ? C'est un candidat du MEDEF ? Enfin, c'était. C'est à moi que s'adresse la question. Par exemple. Pas créer la priorité. Non, je ne pense pas que ce soit un candidat du MEDEF. En tout cas, c'est quelqu'un qui a une compréhension de la compétition internationale, de ce qui se passe dans le monde, de ce qui se passe en Chine, de ce qui se passe aux États-Unis et du fait qu'on a besoin en Europe, si on veut avoir cette transition climatique et arriver au net zéro, on n'est pas encore dans les bons rails. Si on veut investir dans le numérique, si on ne veut pas dépendre... Vous parliez de fast fashion, mais si on ne veut pas dépendre de l'IA chinoise, si on ne veut pas dépendre d'une industrie numérique américaine, il faut qu'on puisse construire une Europe économique. Et cette Europe économique, elle dépend notamment des mesures qu'on prend. Et donc, je pense qu'une partie des propositions de Michel Barnier correspond à renforcer les entreprises. Après c'était ses propositions lorsqu'il était candidat à la primaire de la droite. Donc c'était en 2021. Exactement, il y a une situation dans un autre contexte. La suppression du RSA, ça renforce les entreprises. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une situation, évidemment, je ne parlais pas spécifiquement de la suppression du RSA, mais on peut prendre les impôts de production. Enfin, je disais d'un point de vue général. Maintenant, aujourd'hui, il y a une situation politique qui est différente et donc, je crois que les propositions seront issus d'un compromis. On verra quel compromis on aura. Alors Andreas Heisel, ce portrait de conciliateur, d'homme de compromis qui a fait ses preuves à Bruxelles, j'imagine que ça vous rassure ? Depuis Bruxelles et aussi depuis les autres capitales, évidemment, Michel Barnier, comme Premier ministre, ça a un côté rassurant. C'est quelqu'un qu'on connaît très bien au niveau européen. Il est très bien connu par les différents États membres. Parce qu'il a fait ce travail qui était beaucoup apprécié en termes de négociateurs du Brexit. Après, voilà, on est rassuré sur le personnage, mais moins rassuré sur le contexte et la situation politique qui reste en fait très, très, très fragile. Et dans d'autres pays européens comme l'Allemagne ou les autres pays avec des systèmes plus parlementaires, ce type de gouvernement, on ne voit jamais. Normalement, même s'il y a un gouvernement minoritaire qui s'est mis en place, on a quand même en soutien concret, explicite de certaines autres partis qui restent dans l'opposition, mais qui soutiennent que les gouvernements ne tombent pas. Là, on reste quand même dans une situation où on ne sait pas du tout à quel point ces gouvernements pourraient rester stables, mais de base, pour que la France aussi puisse peser en Europe, c'est important d'avoir un personnage en tête aussi qui est capable de négocier, trouver des compromis avec les partenaires européens. Alors une situation fragile, politique, mais aussi économique. Cette nomination, elle marque la fin, François Gérolf, d'une longue période d'incertitude peu propice aux entreprises, aux affaires, à l'économie. Dans quelle mesure cette absence de gouvernement, elle a pesé sur l'économie ? Est-ce qu'il y a des études qui ont été faites là-dessus ? Alors, on a vu dans les enquêtes de l'INSEE, notamment les enquêtes de conjoncture, qu'effectivement le moral des entrepreneurs avait un petit peu diminué en juillet. Ils étaient inquiets. Je pense que l'incertitude commence d'ailleurs en début juin, puisque c'est le moment où la dissolution a lieu. Et ça fait 3 mois, en fait, ça fait un trimestre, qu'effectivement, il y a une forme d'incertitude. Je pense qu'effectivement, comme vous l'avez rappelé, il y a une forme de soulagement que Emmanuel Macron n'ait pas choisi de gouverner avec le nouveau Front populaire ou avec la partie plus à gauche, on va dire, de l'hémicycle. Bon, voilà, ça c'est plus un jugement politique. On va dire que c'est normal que les entrepreneurs préfèrent avoir des taux de taxation
moins élevé, etc. Tout ça n'est pas totalement inattendu. Après, on a vu un petit fléchissement de l'investissement, mais c'est très difficile de savoir parce qu'il y avait les Jeux Olympiques en même temps, il y a plein de choses qui se sont passées en même temps, donc c'est difficile. Du côté de l'emploi, en revanche, on aurait pu s'attendre à ce qu'il soit plus prudent du côté de l'emploi. En fait, on n'a pas vraiment vu un ralentissement des embauches. Donc, on va dire on a eu un attentisme des entreprises, ce qui est normal. Et maintenant, je pense que la situation est résolue. Peut-être que l'investissement et l'emploi vont repartir. Mais je propose précisément de regarder les chiffres de l'INSEE. La croissance, elle devrait accélérer de 0,5% au troisième trimestre, donc celui que nous venons de vivre. Vous l'avez dit, soutenu par l'accueil des Jeux Olympiques. Avant un repli de 0,1% du PIB attendu entre octobre et décembre. Donc ça serait finalement de courte durée. La Banque de France, elle tape sur une hausse pour l'ensemble de l'année de 0,9% de la croissance contre 0,8% prévu initialement. Donc ça n'est pas la fête, ça n'est pas non plus la catastrophe. Non, c'est pas la catastrophe. Enfin, faut se rappeler que les prévisions budgétaires du gouvernement au départ, c'était sur 1,4% de croissance. Donc là, on était redescendu à 1%. Maintenant, on est plutôt à 0,9%. Donc on va dire que quand même la situation se dégrade. Et quand on compare à d'autres pays, la France est plutôt en bas dans la zone euro. En réalité, c'est mieux que l'Allemagne, beaucoup mieux que l'Allemagne. C'est quand même en bas dans la zone euro. Et si on compare aux États-Unis, la situation économique de la France est assez catastrophique en réalité. Donc voilà, ça dépend à qui on se compare. Après, il y a une autre bonne nouvelle, c'est l'inflation qui baisse. On a vu au mois d'août, elle est repassée sous la barre des 2%. Alors c'est une bonne nouvelle, mais ça dépend pourquoi en réalité. C'est-à-dire que pour les finances publiques, par exemple, c'est une très mauvaise nouvelle puisque les recettes de la TVA, notamment, ont été très inférieures aux attentes, notamment à cause du fait que l'inflation est diminuée. Mais c'est plutôt une bonne nouvelle pour les ménages ou pour même l'investissement, avec des taux d'intérêt qui vont baisser, non ? Pour investir. Alors voilà, mais il faut attendre les décisions de la Banque Centrale Européenne. La Banque Centrale Européenne se fait un petit peu attendre dans les baisses de taux, mais effectivement, on peut s'attendre à ce que les taux baissent et on espère que les entreprises vont être en mesure, du coup, de plus investir. Est-ce que cette période que l'on a vécue a affecté l'attractivité de la France ? Ce n'est pas une séquence qui est extrêmement positive. Maintenant, on est une démocratie, donc je pense qu'il y a d'autres pays qui ont aussi des périodes où il y a des incertitudes politiques. Nous, on est très heureux de vivre dans une démocratie, donc on ne va pas se plaindre des conséquences que peut produire une démocratie. Peut-être je voulais juste revenir très rapidement sur la situation économique, parce que c'est vrai, on a des choses très contrastées. On a un record de faillite en juillet. On ne sait pas si c'est encore du rattrapage Covid ou alors c'est la situation. On a des investissements de crise, exactement. On a les investissements quand même qui baissent un peu. Les indices manufacturiers, donc l'industrie, ça dépend des secteurs. Si on prend l'aéronautique, ça va bien. Les industries de défense, ça va bien. Mais on a d'autres industries qui souffrent. On a la construction et le logement qui sont sinistrés. Et là, la croissance, elle est tirée quand même par cet effet JO des services. Mais si on prend une focale un peu dézoomée, on a quand même un gros problème, pas qu'en France, en Europe, de croissance par rapport aux États-Unis. Je prends souvent ces exemples, mais parce que c'est nos grands compétiteurs. Alors, je ne dis pas qu'on veut être comme aux États-Unis ou comme en Chine, on est très heureux d'être européens, mais néanmoins, ils arrivent à produire beaucoup plus de richesses. Après, on peut toujours discuter, est-ce que c'est de la richesse qualitative, est-ce que c'est la même richesse qu'on veut ? Néanmoins, on a besoin, pour financer nos systèmes de protection sociale, d'un taux d'emploi très élevé. On a besoin de travail, on a besoin d'avoir cette richesse qui est produite. Et aujourd'hui, elle se produit plutôt hors zone euro. Julia Faure, peut-être, quel a été l'impact à l'échelle de votre entreprise ou de votre secteur d'activité ? Nous, ce qui a été dur, donc moi j'ai une marque de vêtements et j'ai un commerce, donc on a vu l'effet de la dissolution et en fait l'inquiétude des Français face à une possible accession de l'extrême droite au pouvoir. Je pense que ça a mis un sacré coup à la consommation. Mais si on parle du secteur en général, du textile et de l'habillement, et en tout cas celui qui m'intéresse, c'est-à-dire le Made in France et les marques éthiques, ça fait plusieurs années qu'on sonne la sonnette d'alarme. On tire la sonnette d'alarme. On tire la sonnette d'alarme. Et qu'en fait, la situation va en s'aggravant, sur l'industrie du Made in France, mais également les marques, quoi. Moi, toutes les semaines, il y a des nouvelles marques que je connais, avec qui j'ai grandi et qui annonce un redressement, une liquidation judiciaire. Là, il y a eu l'exception qui était vraiment un emblème de la Startup Nation, dans le sens, une des premières marketplaces, multimarques en ligne. Il y a Christine Laure qui a des commerces un petit peu partout dans toutes les petites et moyennes villes de province, où là, il y a encore Maison Standard qui était aussi un emblème de marketing. Donc, ce que ça souligne, c'est que cette période est là, pour nous, la continuité d'une période où, en fait, l'économie est drivée par ce que nous, on appelle la
la prime au vice, c'est-à-dire l'avantage compétitif à mal faire. C'est-à-dire que finalement, les entreprises qui ont les pires pratiques sont celles qui tirent le plus leur épingle du jeu. La fameuse fast fashion ou ultra fast fashion, un mode jetable. Et ça peut se comprendre dans un contexte où le pouvoir d'achat du salaire a diminué très rapidement. Donc depuis la crise inflationniste, depuis 2021, en gros, il y a eu une baisse quand même du pouvoir d'achat et on peut comprendre qu'un certain nombre de gens se détournent du coup des produits plus qualitatifs, plus chers, on va dire, et essayent de faire des économies. Nous, c'est ce qu'on voit dans le textile, voilà. C'est-à-dire que le milieu de gamme a été remplacé par le low cost, qui lui-même est en train d'être concurrencé par l'ultra low cost. Et là, aujourd'hui en France, 7 vêtements sur 10 qui sont vendus, c'est des vêtements vraiment pas chers du tout. Et vous imaginez que face à des t-shirts à 4 €, c'est très difficile pour les marques du Made in France de survivre, quoi. Vous voulez réagir ? Non, juste pour dire quand même que depuis, puisque votre question était sur l'attractivité de la France, depuis quelques années, on a quand même des indicateurs qui démontrent que la France est un peu plus attractive. Mais c'est très difficile quand on a une hémorragie industrielle de revenir dans la course finalement. Parce qu'il faut recréer tous les tissus de formation, etc. Si on prend le solde d'usine, on a un peu plus de 300 usines qui ont été créées dans les 4-5 dernières années en solde net. Mais c'est très long. C'est très dur, et malgré toutes les réformes qu'on a faites. Et surtout, il faut des barrières protectionnistes si on veut recréer une industrie. Et ça, je pense que c'est un débat qu'il va falloir commencer à avoir. Si on veut une industrie, il faut qu'on la protège. Ça dépend, parce que par exemple, les industries de la défense, elles exportent. Par exemple, l'aéronautique, les barrières protectionnistes. De la commande publique. Oui, c'est parce qu'elles sont protégées par la commande publique. L'aéronautique exporte, la cosmétique exporte, les vins et spiritueux exportent, la cosmétique exporte. Donc il faut trouver, je suis d'accord avec vous, on ne peut pas laisser tout faire, notamment des pratiques. On n'a pas encouragé des pratiques qu'on ne tolère pas sur notre sol. Mais il faut qu'on arrive à trouver dans ces accords commerciaux un point d'équilibre entre... parce qu'on est toujours deux à négocier des accords commerciaux. Donc si on veut avoir le marché indien, les Indiens ils nous disent OK, mais nous on veut aussi vous exporter des choses. On est deux. Et donc il faut qu'on arrive à trouver un point d'équilibre. Pour l'instant, on l'a pas ce point d'équilibre. Non, on l'a pas. Parce qu'on importe beaucoup plus que ce qu'on. On a mis la taxe carbone aux frontières quand même. Ouais, mais en fait, ce qu'il faudrait, si vraiment on voulait avoir, là en fait, la compétitivité en général, elle est basée sur le plus bas prix possible. Et ça, c'est une compétition que la France ne pourra jamais gagner parce que le plus bas prix possible, il est obtenu en payant mal les gens et en protégeant mal l'environnement. Donc si on voulait vraiment une compétitivité qui soit juste au niveau mondial, si on voulait pouvoir exporter, il faut une taxe sociale aux frontières. Il faut que les produits qui rentrent sur notre territoire et qui ont été produits dans des conditions indignes, il y ait une taxation qui compense en fait cette concurrence déloyale qui est faite au Made in France. Et à partir de ce moment-là, on pourra exporter. Mais là, penser qu'on va pouvoir rentrer dans la compétition mondiale et la gagner en jouant les mêmes règles du jeu que tout le monde, c'est-à-dire aller vers le moins cher, flexibiliser le travail et le rendre de moins en moins cher. Il n'y a que la France qui perd. Les autres pays autour de nous, ils sont exportateurs nets. L'Italie a des excédents commerciaux, la Suisse a des excédents commerciaux, l'Allemagne a des excédents commerciaux, la France des déficits. Donc il y a peut-être un problème aussi français. Ils ont un coût du travail qui est semblable au nôtre. Et surtout, l'Italie et la France, l'Italie et l'Allemagne, ils ont maintenu leur industrie quand nous, on a liquidé la nôtre. C'est tout le problème. Et on a liquidé la nôtre en ouvrant justement ces frontières hyper fortement. Ils ont fait la même chose, les autres, sauf qu'ils y gagnent. Ah non, ils sont plus protégés. Mais pas du tout. C'est l'Europe. Les frontières, elles sont à l'échelle européenne. Pour relativiser du coup les chiffres que vous citiez sur les ouvertures d'usines, c'est vrai que par contre la production industrielle est en baisse depuis la fin du Covid. Donc en fait il n'y a pas de réindustrialisation, contrairement à ce qu'a dit le gouvernement pendant des années. Outre cette difficile réindustrialisation, le nouveau Premier ministre a des dossiers extrêmement chauds sur la table, à commencer par ce premier défi qu'il attend, le budget 2025. Il doit impérativement être présenté avant le 1er octobre, après examen par le Conseil d'État et le Haut Conseil des finances publiques. François Gérolf, est-ce que ce calendrier est-il tenable ? Il va bien falloir essayer de le tenir, même si le gouvernement a discuté potentiellement de reporter les échéances. Je pense que la Commission européenne va être relativement clémente, eu égard au fait que Michel Barnier est plutôt une bonne nouvelle, je pense, pour les milieux européens. Mais c'est vrai que ça va être très difficile de faire un budget parce que non seulement c'était déjà difficile avant les mauvaises nouvelles sur les finances publiques, mais maintenant on sait que le déficit, si on fait rien, va être de 5,6% cette année, alors que normalement il doit être de 1%. Ça veut dire qu'on va devoir faire des efforts de l'ordre de 25 milliards ou 30 milliards. Et donc, ça va être extrêmement difficile. On a vu le mal que Bruno Le Maire avait eu à trouver 10 milliards d'économies. Je pense qu'effectivement, il va falloir commencer à discuter des économies budgétaires. Et ça, c'est jamais facile à faire, surtout quand on a un gouvernement qui commence. Peut-être juste sur l'équation budgétaire et ces délais extrêmement courts à tenir. Andreas Heisel, comment tout cela est perçu
à Bruxelles ou même à Berlin. On sait que l'Allemagne a des comptes qui sont bien tenus, mais a peut-être des déficits d'investissement dans les infrastructures depuis maintenant quelques années. Oui, évidemment, en fait, la France avait, en comparaison avec l'Allemagne, toujours un taux d'investissement aussi public plus élevé. Au même temps, si on regarde les comptes publics, la situation budgétaire est vraiment vue comme en problème, en fait, à la fin pour la zone euro, parce qu'on est ensemble dans la zone euro et la politique budgétaire doit aussi d'une certaine manière être coordonnée entre les différents États membres. Et aujourd'hui, si on regarde la situation budgétaire, même si la France n'a pas des problèmes aujourd'hui de se refinancer sur les marchés, même s'il y a un écart avec les taux d'intérêt par rapport à l'Allemagne, on voit simplement une situation de fragilité et une situation où, en fait, dans les prochaines années, la France doit simplement faire de grands efforts aussi parce que le coût d'augmentation des taux d'intérêt général qui s'est fait avec l'inflation se traduit simplement aussi dans des coûts budgétaires assez importants et donc ça crée vraiment la pression de différents côtés. Et donc, évidemment, on espère qu'en France, on arrive de se mettre d'accord sur une politique de conciliation budgétaire, mais on voit aussi que le contexte est vraiment, vraiment difficile. Et comme c'était dit juste avant, avec Michel Barnier en tête comme Premier ministre, je pense qu'on va aussi donner un peu plus de chance de pas être si dur dès le début. Pour maintenant, la France est quand même dans une procédure de déficit excessif, mais de laisser un peu d'espace aussi, dire voilà, c'est politiquement très difficile à l'intérieur. Donc, si vous faites des efforts, si vous faites la conciliation, on ne va pas non plus être trop dur avec la France en vue de la situation et du contexte politique. Et ça veut dire quoi concrètement, ne pas être trop dur avec la France? Ça veut dire que les sanctions à laquelle elle pourrait être soumise au regard des chiffres que l'on a vus au moment où vous parliez, on voit bien que ces déficits se creusent, sont nettement supérieurs aux 3% autorisés, le 3% de la richesse nationale est nettement supérieur à ce que la France avait promis à Bruxelles. Ça veut dire quoi? La France va devoir payer une amende ou qu'est-ce qui va se passer? Je vous vois. Non, mais donc de base, maintenant, en fait, la France est dans une procédure déficit excessif. Là, à l'automne, dans les prochains mois, la Commission et les conseils vont faire des recommandations en fait, pour redresser les finances publiques à la France. Au même temps, la France doit présenter en fait, un plan budgétaire et structurel à l'Europe avec son plan pour les prochains 4 jusqu'à 7 ans de quoi faire en termes politiques budgétaires et qui ce plan doit aussi correspondre aux règles budgétaires européennes et aussi créer un budget pour l'année prochaine. Si à la tête du gouvernement, on aurait une personne qui va dire on ne va pas du tout suivre les règles budgétaires, on va maintenant mener une politique budgétaire complètement différente, là on pourrait imaginer que la Commission et les institutions européennes vont être dures avec la France, simplement dire ok, là on va aller jusqu'aux sanctions et donc jusqu'aux amendes financières. Si à la tête du gouvernement, comme on peut imaginer maintenant avec Michel Barnier, c'est quelqu'un qui va dire ok, on va quand même essayer de consolider les finances publiques, on va essayer dans la bonne direction, en gros, que peut-être la Commission donne le gouvernement un peu plus de temps en fait pour essayer ça, de faire les arbitrages, trouver des compromis pour baisser les déficits, parce que c'est ça à la fin qui compte pour l'Europe, parce qu'on a besoin d'une France stable aussi au plan budgétaire et voilà, on essaie de guider après la France dans cette direction. On ne va pas non plus créer un gros problème si déjà le gouvernement essaie de faire les efforts dans la bonne direction. On voit la Commission européenne qui pourrait se montrer clémente. On a vu les marchés financiers qui avaient plongé au moment de la dissolution et qui aujourd'hui sont plutôt calmes. Pas vraiment, non. En tout cas, pas depuis avant-hier. Hein, si vous regardez le CAC 40, il a perdu 200 points. Donc non, c'est plutôt très volatile. Très volatile. Ouais. Mais c'est pas que la France. Hein, oui, pas pour le coup, un problème d'endettement français. Non, ce qu'on peut dire sur l'endettement, c'est qu'il y a aussi un problème de la parole publique, de la crédibilité de la parole publique. Aujourd'hui, c'est ce déficit structurel, cette incapacité à réformer finalement la dépense publique ou à trouver des situations d'équilibre budgétaire font que nos partenaires européens se posent des questions sur la capacité de la France à respecter ses engagements. Parce qu'il y a quand même aussi une solidarité européenne. On est tous dans le même bateau. On a aujourd'hui une même monnaie. Donc, ce n'est pas la France toute seule dans son coin.
À partir du moment où on s'engage, peut-être que les règles, on n'est pas d'accord avec elles. À ce moment-là, il faut dire, il faut peut-être les changer. C'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je dis simplement, c'est que quand on est dans des règles qu'on accepte, qui sont pour les autres, elles sont aussi valables pour nous. Ça fait des années qu'on respecte pas ça. On se met en danger nous-mêmes parce que l'écart de taux entre la France et l'Allemagne est plus élevé depuis la dissolution. Et moi, ce que je trouve le plus scandaleux dans tout ça, c'est que chaque année, on a 40 à 50 à 60 milliards d'euros d'intérêts qu'on paye. Plus on s'endette, plus on paye des intérêts. Cette dette, elle est détenue par des créanciers internationaux. Moi, je préférerais qu'on mette cet argent, on parle souvent des services publics, dans les services publics ou ailleurs. Vous voulez réagir ? En même temps, il faut aussi se regarder dans un contexte international. Les États-Unis sont en train de faire du déficit énormément. Et c'est vrai que la zone euro, alors je ne parle pas de la France, qui fait énormément de déficit à peu près au niveau en fait, des États-Unis. Mais le reste de la zone euro, il y a une question de savoir est-ce qu'on n'est pas en train de refaire la même erreur que celle qu'on a faite entre 2010 et 2013. Et on avait promis au grand jamais qu'on ne referait plus jamais cette erreur de l'austérité entre 2010 et 2013. En fait, on est en train de s'orienter vers la même direction et de faire exactement la même chose. Est-ce qu'on n'est pas en train de faire un petit peu une erreur ? Alors évidemment, en France, il faut qu'on fasse des efforts. Le niveau du déficit, effectivement, est quand même très au-dessus. Là, on a vu sur vos projections, en 2027, si aucune mesure n'est prise, le Trésor a calculé qu'il y aurait 6,5% du PIB de déficit en 2027 contre un objectif à 2,7%. Donc là, on est vraiment à plus de 100 milliards d'euros de différence. C'est absolument considérable. Donc je ne dis pas qu'il faut rien faire par rapport à la situation, mais je dis qu'effectivement, quand on regarde l'Allemagne, qui déjà a quand même vit en dessous de ses moyens, en gros, ou d'autres pays du nord de l'Europe, on peut se demander est-ce qu'on n'est pas en train de répéter la même erreur. Et donc au niveau européen, moi, je serais plus à l'aise s'il y avait plus de dettes et plus de dépenses. Mais c'est un débat qui peut être légitime. Il n'est pas illégitime, ce débat. Simplement, on ne peut pas décider, nous, dans notre coin, tout seul, de faire de l'endettement, en plus, qui n'est pas forcément un endettement choisi, très bien contrôlé. C'est un peu pour les dépenses courantes. C'est autre chose de dire, en tant qu'Européens, on fait des choix pour investir dans les infrastructures, on fait des choix pour investir dans la transition écologique, etc., ou dans le numérique, ou dans plein de choses. Mais c'est un choix qui doit être discuté entre pays européens. Ce qu'on fait, c'est pas du tout ça. On est en train de faire de mettre du sable dans les trous pour essayer de colmater une coque de bateau qui est complètement percée. Et donc ça, c'est pas du tout durable et ça n'a pas de vision stratégique. C'est vrai, en même temps, la zone euro est en train de ralentir. On a là les derniers chiffres d'Eurostat disent qu'au deuxième trimestre, le PIB a diminué de 0,2%. Donc en fait, la zone euro est en train d'entrer en récession. Et quand on compare aux États-Unis, on se dit vraiment, est-ce qu'on est en train de faire le bon choix, d'aller dans la bonne direction ? Ça veut dire d'ailleurs qu'en France, ça risque d'être difficile dans les mois, dans les années qui viennent, parce que si on essaye de faire des économies, on sait que c'est plutôt récessif. Et donc ça veut dire que la croissance sûrement va être moindre que ce qu'on a prévu en fait. Alors précisément, le gouvernement démissionnaire a voulu prendre les devants et montrer qu'il faisait des efforts. Il a justement demandé à toutes les administrations de passer en revue les dépenses de l'État et de dégager des pistes d'économie possibles. Pour quels résultats ? Élément de réponse avec David Gilbert. Parmi les pistes évoquées pour redresser les comptes publics, les aides aux entreprises. Réduire ce qui fut jusqu'ici une priorité d'Emmanuel Macron permettrait de dégager 3 milliards d'euros d'économies d'ici à 2027. Les documents de travail remis cette semaine aux parlementaires évoquent notamment un coût de rabot de 450 millions d'euros sur le crédit impôt recherche. La suppression de subventions des biocarburants permettrait également d'économiser 700 millions d'euros. La fin des taux réduits de TVA dans certains secteurs comme la restauration est également évoquée, mais la question est hautement inflammable. Autre secteur visé par les services du Trésor français, l'apprentissage, la baisse des primes et la fin des exonérations fiscales à l'embauche, ainsi que la réduction des subventions aux centres de formation, dégageraient près d'1,5 milliard d'économies et feraient rentrer plus de 420 millions d'euros supplémentaires dans les caisses. Entre 500 millions et 1 milliard sont également susceptibles d'être économisés en s'attaquant au secteur de la santé. Bercy suggère notamment d'établir une franchise à la charge des patients. Enfin, les fonctionnaires du budget ciblent l'absentéisme dans la fonction publique. L'instauration d'un 2e, voire d'un 3e jour de carence pour les fonctionnaires en arrêt maladie réduirait les dépenses publiques d'environ 300 millions d'euros par an, selon les documents du gouvernement. Alors, le futur gouvernement pourra piocher dans cette boîte à idées. Ciblage des aides aux entreprises, hausse de la TVA dans la restauration. Julia Faure, qu'est-ce que ça vous inspire et quelles sont les priorités, quelles devraient être les priorités pour rétablir les comptes publics ?
En fait, pour établir les comptes, on peut jouer, soit on demande plus d'argent aux citoyens, soit on demande plus d'argent aux entreprises. Et on réduit leurs aides, hein, c'est l'un ou l'autre, quoi. Je crois qu'il faut quand même... même nous, en tant que chef d'entreprise, on doit s'inquiéter de la situation en France. Du fait que la pauvreté ne baisse pas, du fait que les étudiants fassent la queue pour manger au Resto du Cœur, du fait que tout le monde alerte sur le mal logement, également sur le mal travail. Et je pense que ça serait très dangereux pour notre économie de faire encore peser sur les citoyens et citoyennes, et surtout les plus modestes, en fait, les efforts qu'il faut faire. Je crois qu'il ne faut pas pousser dans cette direction-là. En fait, c'est une situation explosive de faire ça. Et je crois qu'on le payera plus tard de la même manière que de ne pas regarder la situation sociale. Ça va nous coûter cher plus tard. De la même manière que de ne pas adresser la situation écologique, plus on attend, plus ça va nous coûter cher. Et en fait, je pense que là, ce que ça pose comme question, c'est parce que pour la première fois, en fait, on entend ce nouveau gouvernement parler de réduction des aides aux entreprises. Je pense que ça pose la question de la conditionnalité des aides. C'est-à-dire que quand on investit de l'argent public dans le privé, c'est normal que l'État attende un retour sur investissement. Donc c'est un retour sur investissement qui ne serait pas forcément économique, mais qui serait en termes de santé, de coûts évités pour la société, de qualité environnementale, etc. Et je pense que c'est cette question-là qui se pose. Et moi, je suis un peu gênée par les mesures de réduction des aides qui ont été proposées, parce que j'ai l'impression qu'elles sont un peu faites à l'aveugle et qu'elles n'ont pas... En fait, moi, je pense que l'État doit demander un ROI, un retour sur investissement sur l'argent qu'il donne. Et c'est ça qu'il doit monitorer. Il faut qu'on décide qu'est-ce qu'on attend des entreprises et qu'est-ce qu'elles doivent servir. Vous pensez au crédit d'impôt sur les entreprises ? Oui, par exemple. Moi, je pense que, par exemple, le CIR, le crédit impôt recherche, il doit pas... la recherche n'est pas aveugle. Il y a des recherches qu'il faut soutenir et il y a des recherches qui n'ont aucun intérêt. Je voyais cet exemple, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la poudre à sniffer pour les adolescents. Là. C'est de la cocaïne décocaïnée. Bon, ça, c'est pas, on s'en fout de soutenir des entreprises qui font de la recherche dans ce sens-là. C'est pas de l'argent public bien investi de soutenir ça. Et c'est de la même manière pour le CICE et pour les réductions, les réductions de charges patronales et sociales. Je pense qu'il y a certaines entreprises qui doivent bénéficier de ces allègements de charges, CICE, réduction de Fillon. Mais je ne suis pas certaine que, par exemple, Burger King ait besoin de ces allègements fiscaux-là. C'est l'allègement de charges sociales et patronales. Mais s'il crée des emplois ou... En fait, il crée des emplois, mais s'il n'y avait pas de Burger King, il y aurait quand même des emplois qui sont créés. Un repas qui est pris chez Burger King, c'est un repas qui n'est pas pris dans un restaurateur ailleurs. On peut manger que 3 fois par jour. Hein. C'est peut-être pas le même prix, c'est peut-être... C'est votre raccourci. Ouais. Moi, je séparerais pas les citoyens des entreprises, parce qu'en fait, les salariés qui travaillent dans les entreprises sont des citoyens. Qui ont un salaire, ils nourrissent leur famille, ils se logent grâce au salaire, et donc ils ont aussi intérêt, d'ailleurs on le voit quand on discute avec les syndicats, ils ont intérêt à ce que les entreprises se portent bien. Couper dans le crédit impôt recherche, c'est un peu comme si on coupait, si vous voulez, sur notre avenir pour financer du quotidien. Lorsqu'une entreprise... La question, c'est plus de cibler les entreprises. Oui, mais le crédit impôt recherche, vous me parlez du crédit impôt recherche, moi je vous dis, c'est couper l'avenir, c'est en tout cas s'obstruer l'avenir pour financer des dépenses du quotidien, pour trouver des économies pour le quotidien. Il faut choisir la recherche qu'on finance. Bien sûr, mais le CIR, je ne sais pas si vous avez déposé un dossier crédit impôt recherche, mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est assez documenté, ce n'est pas automatique, et il faut aussi que l'entreprise rajoute de l'argent. Ce qui fait qu'en France, on a un nombre de centres de recherche privés qui sont localisés sur le territoire qui est extrêmement important. Après, c'est une décision publique, démocratique. Nous, en tout cas, au MEDEF, on défend l'innovation sur le sol français. Donc le CIR y contribue, c'est pas le seul levier, le CIR. Mais en tout cas, c'est important. Ensuite, en France, on voit que le coût du travail demeure plus élevé que chez nos voisins. Et donc, il y a quand même une question globale. Par exemple, en Allemagne. Peut-être que notre ami allemand pourra confirmer le chiffre. Franchement, ça commence à devenir équivalent. Et dans l'industrie manufacturière, maintenant, c'est à partir de 4 fois le SMIC, vous avez des différences de 50%. Donc, à partir de 4 fois le SMIC. Oui, mais excusez-moi, on veut une économie pas low cost. Vous l'aviez dit. Vous voulez pas de fast fashion. Vous voulez des réductions fiscales sur des salaires à 4 fois le SMIC. Non, on veut un coût du travail. On veut un coût du travail qui soit compétitif pour des ingénieurs, pour pouvoir innover. Même moi, je gagne pas 4 fois le SMIC. Je suis ingénieur et je suis chef d'entreprise. D'accord, mais c'est au-dessus de 3 fois le SMIC. Vous demanderez à des industriels, ils ont besoin d'avoir aussi des personnes qui gagnent plus de 3 fois le SMIC. Et donc, sur ces grilles de salaire-là, la France n'est pas compétitive.
Peut-être une réaction de notre C'est vrai qu'à force de réduire les impôts, les charges, enfin les cotisations sur les bas salaires, c'est vrai que sur les salaires intermédiaires et les salaires élevés, on est devenu très très cher. Enfin, effectivement, le coût employeur sur les salaires d'ingénieurs et de cadres supérieurs est devenu supérieur à ce qui est ailleurs, puisque notamment les cotisations retraite et maladie en fait sont déplafonnées en Allemagne, ce qui n'est pas le cas en France. Mais et ce qui fait qu'effectivement il y a un certain nombre d'ingénieurs, notamment à qui on dit en plus qu'en France il n'y a aucun avenir, etc., qui vont aux Pays-Bas, en Allemagne pour s'installer, au moins pour une première activité professionnelle. Je pense que là il y a un sujet d'inquiétude pour la France. Donc je suis pas totalement désaccord avec ce que vous dites. Après moi ce qui me frappe dans les chiffres que vous avez montrés dans votre reportage, c'est à chaque fois c'est 300 millions, plus 300 millions, plus si on fait des gros efforts sur le CIR, ça sera 1 milliard. Et en fait, je vous rappelle, l'ordre de grandeur, c'est 100 milliards. Donc, c'est 100 milliards qu'il faut réaliser d'économies d'ici 2027 par rapport au contrefactuel. Donc je pense qu'on n'y arrivera pas, il faut être clair. On ne reviendra pas dans les clous du pacte budgétaire européen, je pense, d'ici 2027, d'autant plus qu'il y a des élections, a priori, en 2027. Donc je peux déjà vous dire qu'à mon avis, ce sera totalement impossible. Mais la question, c'est de savoir à quelle distance on va être de cet objectif. Et surtout, ça va être très, très difficile. Et je pense que Michel Barnier va avoir un travail très, très difficile à faire. Il va falloir discuter, à mon avis, aussi des retraites et éventuellement des indexations des retraites. Est-ce qu'il est normal, par exemple, que les salaires aient connu une perte de pouvoir d'achat alors que les retraités ont plutôt été indexés par rapport à l'inflation? Je pense que le sujet va se poser en 2024, pour l'indexation du 1er janvier 2025. Mais à chaque fois, ça va être très dur. Une hausse des franchises médicales dont vous avez parlé, ça veut dire qu'on est sur un scénario quand même d'austérité de l'ordre de ce qu'on a connu entre 2012 et 2017, sous Hollande. On va vers quelque chose comme ça, donc quelque chose de très difficile. Andreas Heisel, on nous dresse un constat de mesures très douloureuses, tout en affirmant que la France ne sera pas dans les clous, ne pourra pas faire ces 100 milliards. C'est notre économiste sur le plateau qui nous le dit. Est-ce que ça ne pose pas la question de la crédibilité de ces règles européennes ? En tout cas, maintenant, on a un nouveau cadre des règles budgétaires qui a été mis en place et la crédibilité dépend aussi des actions des différents États membres. La crédibilité des règles, évidemment, on a un système en Europe où les États membres restent souverains sur le budget à la fin. Donc, on a un système de règles et de procédures avec les pactes de stabilité de croissance et des mesures qu'on pourrait mettre en place, qui n'étaient jamais mises en place en termes de sanctions, mais peut-être ça changerait. Dans ce cadre-là, en soi, le système reste très crédible, mais la France a simplement un problème de crédibilité et aussi au niveau européen, même sur d'autres dossiers, c'est un problème pour la France si sur un dossier qui est tellement important comme le budget, on n'arrive pas de s'améliorer sur le compte. Après, je suis d'accord que la France est dans une situation très, très compliquée. En fait, la situation aujourd'hui, c'est les résultats des politiques qui sont menées depuis plusieurs décennies, en fait, qui ont mené maintenant à cette situation. Et pour un pays comme la France, où la consommation est très importante dans l'économie, en fait, faire l'austérité, consolider les finances publiques très rapidement, ça a un effet très négatif sur la croissance, plus que dans d'autres pays. Et donc, il n'y a pas non plus de marge de manœuvre énorme pour une conciliation très, très rapide. En tout cas, comme c'était aussi dit, là, les différents chiffres qui étaient annoncés pour comment on pourrait économiser l'argent par rapport aux besoins en réalité pour la conciliation budgétaire, c'est des chiffres qui sont très bas. Il faudrait aller beaucoup plus loin. Mais je pense que, sauf vraiment une situation de crise qui se crée sur les marchés financiers, que les taux d'intérêt de la France montent beaucoup parce qu'il y a un sentiment que la France n'est plus crédible dans sa capacité à un moment de payer pour sa dette. Je pense qu'à ce moment-là, aussi au système politique, on arriverait plus à un consensus qu'on doit agir en fait, peut-être la situation comme elle est là aujourd'hui est trop fragile pour rester comme ça dans les prochaines décennies. Une situation très compliquée, il nous reste moins d'une minute, 40 secondes me dit-on, une situation française. Donc comment concilier rigueur budgétaire mais en même temps investissement pour redresser la barque Alors, il y a un point sur le pouvoir d'achat qu'on partage. Il y a des situations dans ce pays qui sont très difficiles. Il y a une solution sur laquelle on travaille trop peu, c'est un choc d'investissement dans la construction de logements, parce que
pour les plus pauvres de ce pays, le coût du logement a augmenté de façon intenable. La mobilité, l'énergie, et donc on peut régler ces problèmes en investissant plus d'offres d'énergie, plus d'offres de mobilité, plus de logements pour faire baisser les prix. Toutes les autres mesures soviétiques d'encadrement des loyers, ça ne fonctionne nulle part. Ça n'a d'ailleurs fonctionné nulle part dans l'histoire et ça fonctionne dans aucune ville française. Et donc il faut absolument avoir une vision d'investissement privé. Privé. Ouais, d'investissement dirigé. Enfin, je pense que... De l'investissement dirigé. Ouais, je pense qu'en fait, il faut que l'État, pour chaque euro qu'il investit quelque part, il doit avoir un retour sur investissement qui bénéficie à l'intérêt général. On finira là-dessus, je pense que vous acquiescez, mais vraiment, nous n'avons plus le temps, malheureusement. Vous êtes d'accord? Il n'y a pas le choix, là. Je veux dire que pour la construction, la politique de la Banque Centrale Européenne, elle va aider si elle baisse ses taux. Bien sûr. Très bien. Eh bien, on en reparlera dans une prochaine émission. En tout cas, merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24.